Antea a 30 ans. Sa mère Kinza en a 60. À Genève, elles achètent des appartements, elles les rénovent et elles les revendent. Combien de montant de travaux? 230. L'idée, c'est d'arriver vers les 2 millions en prix de vente. Oui. Elles font ça d'une manière que je n'avais jamais vue dans l'immobilier. Quand elles achètent un appartement avec un locataire dedans, elles ne le mettent pas dehors, elles lui trouvent un logement. Je ne pourrais jamais demander de partir. J'ai dit on va trouver une solution. Et quand je leur demande ce qui les bloque, elles me répondent la même chose que tout le monde. On est limité par les fonds propres et le financement. La plupart des gens entendraient « elles n'ont pas d'argent ». Moi, j'ai vu 1 million qui dort. Ce qui représenterait en montant combien? À peu près 1 million. Elles mettent de 100% de leur argent dans chaque projet. Je vais vous donner le secret du partenariat avec des investisseurs. Parce que leur problème n'a jamais été l'argent. Il nous a montré qu'en fait on n'a pas de plafond. Est-ce que déjà, ce qu'on a vu ce mois-ci, ça a changé des choses chez vous? Complètement. Alors on va voir Meta Properties là, du coup mère et fille qui font je dirais du home staging et puis rénovation et puis développement immobilier. Déjà une quinzaine de biens, puis quelques années ça commence à bien se développer. On va voir comment ils sont structurés. Du coup, je m'appelle Antea Wynne, j'ai 30 ans, je vis à Genève et j'ai commencé ce business avec ma mère qui s'appelle Meta Properties Switzerland, ça depuis 2024. Hello, ça va? Ça va? Bien? Ouais. Elle a fait du marketing pour des ONG pendant 5 ans. Aujourd'hui, elle se lance dans l'immobilier. Elle achète, elle rénove, elle revend. Explique-moi un petit peu le chantier là. On l'a reçu au début du mois et puis là, on commence juste les éléments un peu light. Ok, vous avez acheté l'appart à combien? L'appart, 1 290 000. D'accord. Combien de montant de travaux, de budget vous avez? On est à 230, Ok. 250 maximum. Mais elle ne fait pas ça toute seule. Je m'appelle Kinza Wynne, j'ai 60 ans cette année. J'ai créé la société Meta Properties avec ma fille, donc on est tous les deux associés dans la société. Sa mère, 20 ans de banque privée derrière elle. Elle a vu la crise de 2008 de l'intérieur. Aujourd'hui, c'est elle qui tient les chiffres de la boîte. Bonjour, ça va? Bien? En live là, En live. on va réunir les deux appartements. Mais on a en tout 70 mètres carrés de terrasse, Ok. donc 35 de chaque côté. Là, ça se réunit avec l'autre appartement. D'accord. Là, on va ouvrir la cuisine avec le salon, faire un grand espace ouvert. Et ici, c'était une des chambres, on va laisser entrouvert pour que les gens puissent faire chambre au bureau. Parce que, D'accord. du coup, quand on voit tout, Ouais. c'est assez sympa. Là, c'est le haut du parking. Mais du coup, là, on est tout dans la verdure. On est un peu en train de travailler l'espace parce que c'était un peu confus au départ. Donc là, l'entrée serait... L'entrée, c'est là-bas, en fait. Entre le panneau là. Ok. On va là. Du coup, là, il y avait une cuisine avant. On va déposer, on va faire 2 chambres. Et du coup, il y a une salle de bain ici. On va reconstituer une salle de bain là-bas. Et il y aura 4 chambres et on fera le tour comme ça. On arrive Vous avez fait la demande d'APA pour pouvoir réunir les deux appartements? Ils étaient réunis déjà. Ah, Ils n'avaient jamais été considérés comme des appartements. Donc au niveau du registre foncier, ils sont déjà un appartement. ça veut dire que l'ascenseur arrive dans l'appartement ou pas? Non. Ok. Du coup, 250 de travaux, enfin 250 de travaux. Oui. Et puis l'idée, c'est d'arriver vers les 2 millions en prix de vente. Oui. C'est ça? Voilà, tout à fait. Ok. Le chantier, c'est la partie facile. J'ai vu le budget, j'ai vu le prix de vente, tout est propre. Ce que je veux voir, c'est ce qu'il y a derrière. Comprendre comment elles font tourner tout ça. Ok, petit débrief intermédiaire sur Meta Properties. Mère et fille, super team et super business. Elles font de l'achat-revente, elles achètent des appartements, elles les rénovent au complet, puis elles génèrent de la valeur ajoutée. Elles vendent à un prix qui est plus cher. Elles s'occupent de A à Z en fait, de achat, rénovation, livraison. Il y a plus de travail de stratégie, de réflexion, des teams en termes humains qui sont plus petites, mais des marges qui sont beaucoup plus élevées. Donc j'aime beaucoup. Elles ont une approche qui est très, je trouve, sur la réalisation, l'exécution et elles ont une bonne vision du projet global. C'est simplement qu'elles n'ont pas suffisamment d'approche IRR. Donc là, le retour sur fonds propres est pas assez calculé, il n'est pas assez mis au centre. Et en fait, dans ce business, c'est ce qu'il y a de plus important. Le fait de faire rouler ton argent le plus vite possible à l'IRR qui est le plus intéressant, en fait, c'est ça qui te génère l'augmentation la plus rapide des fonds propres. Et elles fonctionnent encore projet par projet. Elles prennent un projet, elles l'exécutent. Ensuite, après, elles préparent la vente une fois que le projet est réalisé. Ensuite, elles le vendent et ensuite, elles partent sur un autre projet. Alors que si elles arrivaient à avoir un cycle qui était beaucoup plus dynamique,
c'est-à-dire elle commençait déjà à vendre avant que le projet soit terminé, elle commence déjà à négocier avec les banques avant même de trouver le bien en question, en fait elle gagnerait énormément de temps. Tu peux me décrire ton parcours depuis le début? Alors, moi, j'avais commencé je voulais faire médecine. J'étais dans une unité, tout le monde mourait. J'ai eu un cas de conscience, j'ai dit, je peux pas prendre cette responsabilité. J'ai entendu les colloques des médecins et tout. J'ai arrêté, j'ai trouvé le premier boulot que j'ai trouvé, mais c'était dans une banque. Et voilà, ça a commencé mon parcours bancaire. Entre deux, j'ai fait tous les magasins, Manor, tout ça. J'ai fait plein de petits boulots. La banque a été rachetée. On a fini par être racheté. Du coup, tout le monde est parti à droite à gauche et j'étais enceinte de ma première fille. Du coup, je ne pouvais pas partir. Donc, tu as 2 filles. J'ai deux filles. Et un théâtre, C'est la deuxième. Voilà. Milieu. Donc, le troisième, c'est un garçon. Du coup, dans le bancaire, j'ai fini au front. J'ai bougé à Citibank. Non, là, j'étais dans l'asset management. Et puis voilà, donc d'une banque à l'autre, j'ai fait Citi. Après, j'étais allée chez Merrill Lynch, mais très brièvement parce que c'est des brokers, c'est pas de la banque privée, ça n'a rien à voir. Après, j'ai fait 8 ans chez Barclays. D'accord. À Barclays, du coup, j'avais vécu le 2008, qui était très dur parce qu'on accompagnait les clients. Bon, on a vu, j'ai des clients qui sont suicidés. Voilà, c'est pas de ma faute, mais voilà, tous les margin calls, etc. Donc, c'était un vécu assez difficile parce qu'on accompagne les clients. On a vécu toute la belle époque. J'ai adoré le monde bancaire. Et puis après, on a vu quand les choses se retournent, comment ça se passe. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, je ne sais pas ce que je fais là, mais bon, je gagnais tellement, ça me permettait de mettre les enfants à l'école internationale. Voilà, si j'arrêtais, j'avais pas de... Tu étais à l'école à Chambéry? Ouais. À Grande-Boissière. Ouais. Moi, j'ai fait Grande-Boissière avant que j'étais petite. Ok. Et ma grand-mère était prof de français là-bas. Ah, d'accord. Donc, c'est une histoire de famille. Ouais. Et puis, du coup, je suis restée, mais j'ai ouvert le département de philanthropie. Après, on a commencé à me reprocher que les clients enlevaient de l'argent pour construire des hôpitaux. Je dis, oui, mais bon. C'était vraiment en porte-à-faux. Je me rendais compte que ce que je voulais faire en philanthropie était porte-à-faux par rapport à la banque. Et du coup, j'ai quitté tout ça et j'ai ouvert un advisory firm pour la philanthropie. J'ai créé Win Advisors. C'était du conseiller en philanthropie. Après, je gagnais rien. Donc, Lombard m'a proposé un travail dans le compliance. En fait, c'est un projet compliance, mais je l'avais déjà fait dans le sein de mon département à Barclays et j'avais géré tout le projet. Et du coup, ils m'ont juste pris comme ça, ils m'ont payé une petite fortune pour faire ça et j'avais besoin de sous parce que je gagnais rien avec la philanthropie. Donc, j'ai repris ça pendant 2 ans. Il y a une condition, c'est que vous me mettez dans le département de philanthropie de Lombard-Odier. Et ils ont dit oui, mais après, j'ai dû me battre, grappiller parce que voilà, ils avaient leur projet compliance. Pour finir, je suis arrivée à faire du 20% dans le département de philanthropie, mais c'était pas la même vision que les gens là-bas. Et du coup, j'ai arrêté, je suis retournée sur le consulting. Et là, si je fais une bascule sur la vie en parallèle de la vie professionnelle, tu avais déjà commencé à acquérir des appartements ou pas? Alors, tout le long. J'avais acquis des appartements depuis plus de... Je crois que le plus ancien, il a 22 ans maintenant. Donc, ça, c'est le premier. C'était un petit studio à Cherbulier, aux eaux vives. Okay. C'était un tout petit de 21 mètres carrés, je crois. Donc, on a commencé par ça. Et puis, quand j'ai compris... En fait, je regardais, j'ai dit, les gens payent des loyers déjà élevés à l'époque. Et je regardais les taux d'intérêt et combien il fallait payer pour rembourser un appartement. Et j'ai la différence entre un loyer. Et je dis, mais il y a un problème là. Et du coup, j'en ai pris un. Je dis, pour moi, c'était un fonds de pension. C'était beaucoup mieux qu'un fonds de pension. Donc, j'en ai acheté un, je l'ai mis en location. La différence, voilà, c'était... Là, du coup, ça, c'était le premier. Le deuxième, il était où? Le deuxième est venu droit derrière, parce qu'une fois que j'ai compris que le premier marchait très bien, j'ai pris tout ce que je trouvais. Donc, même type de bien? Oui, des studios, des 3 pièces, des trucs faciles à tourner, à louer. Donc, finalement, là, tu as combien d'actifs, là, actuellement? En nombre, j'en ai 8. T'en as 8, d'accord. T'as quel type t'as que des studios ou t'as des... Studios, 2 pièces, 3 pièces. Ok, principalement. Oui, après il y a des gros 3 pièces. Qui sont tous loués. Qui sont tous loués. La LTV sur tous ces lots, elle est de combien à peu près? Aujourd'hui, ça dépend. Il y en a que j'ai refinancé, mais en gros 40-50%. 40-50%? Oui. J'ai regardé, il y a à peu près 1 million de latent equity. Ok. Quand vous faites une acquisition, là du coup, tu te bases sur la garantie de ces actifs ou pas du tout? Pas du tout. D'accord. La seule relation bancaire qu'on a aujourd'hui dans le parti business, c'est Raiffeisen, et eux, ils regardent ce qu'on a. Quand tu dis que tu as 40-50% de LTV sur tes appartements, c'est
sur l'ancienne évaluation ou sur une nouvelle Non, j'ai évaluation? réévalué plus ou moins au prix d'aujourd'hui et j'ai un endettement de 40% à peu près. D'accord, donc tu as un potentiel de pouvoir, en tout cas, augmenter de 20 à 30% de plus. Ce qui représenterait en montant combien? À peu près 1 million, je crois. 1 million que tu pourrais avoir en dette supplémentaire sur ton... Alors moi, je valorise le bien. Après, la banque va le valoriser selon leur barème. Ouais. Donc je me suis dit, j'allais gentiment les rénover, comme ça ils mettront leur barème à jour. Mais j'ai pas mis ça... j'ai pas leveragé du tout le portefeuille privé. Non. Ok. Donc il y a un potentiel de leverage sur ce portefeuille privé qui pourrait être 1 million, ça représenterait quoi? 20% de plus de LTV ou 10%? Combien? Ça représenterait le maximum pour arriver à 70% en fait. Ah ok, d'accord. Et est-ce qu'il te reste par exemple de la réserve locative sur les... Alors c'est justement ça en fait, eux ils le basent entièrement sur l'autoportance du bien et du coup ils calculent combien ils peuvent me prêter par rapport au loyer. Bien sûr. Et là j'ai du tendance à les baisser un petit peu parce que je les tourne beaucoup, je loue quasiment aux gens que des organisations internationales. Et là tu travailles toujours? Non, je fais des choses à côté quand on me demande mais c'est pas payé. Ok, alors j'ai bien compris. Maintenant... Mon côté? Oui. Donc moi, c'est plus court. Oui. Du coup, j'étais à l'Ecoland. Et après, je suis partie aux Pays-Bas pour faire relations internationales. Parce que je voulais travailler dans l'humanitaire. D'accord. De là, j'ai commencé à travailler en tant que stagiaire pour Médecins Sans Frontières et d'autres organisations. J'ai découvert qu'en fait, je voulais aller dans le légal et tout ça. J'aimais pas du tout. Donc, j'ai découvert que j'ai vraiment une partie créative. Du coup, je suis allée dans le marketing. C'est de là où j'ai fait mon master en marketing. Du coup, j'ai continué à travailler pour Médecins Sans Frontières pendant 5 ans ou 4 ans parce que j'ai fait 1 an au début de stage. D'accord. Et là, j'ai fait un peu de tout. Je travaille avec des petits clients à Genève et Médecins Sans Frontières. Donc, j'avais des petits clients et eux. D'accord. Et alors, les petits clients, c'était sympa, mais c'était énormément de boulot parce qu'en fait, j'avais besoin de tout faire pour eux. Réseaux sociaux, website, SEO, tout le truc. Okay. Et Médecins Sans Frontières, c'est vraiment focalisé sur la com interne et après com externe. Et après, on a fait un projet en Côte d'Ivoire. Donc, je faisais des allers-retours en Côte d'Ivoire pour créer toute leur com dans le nouveau centre opérationnel en Côte d'Ivoire. D'accord. Et c'est là où j'ai arrêté parce qu'en fait, on a eu plein de problèmes au niveau local. Et en fait, ça m'a un peu... Ouais, c'est un peu mis dans tous les sens. Et de là, j'ai arrêté. J'ai continué à travailler avec les clients à qui je travaillais déjà sur Genève. Et c'est là où on a commencé, en fait... Bon, tu avais acheté ton premier appartement à Mérin. Ouais, mais ça, c'est il y a... Tu l'as depuis 5 ans maintenant. Ouais, du coup, ma mère m'a un peu introduit petit à petit avec mon premier bien. Mais vu que j'avais un petit salaire, c'était un peu compliqué. C'est toi qui voulais acheter? Non, c'est ma mère qui m'a dit « Il y a une opportunité, viens voir avec moi. » Ok, d'accord. Non, parce que la genèse. Oui. En fait, en tant que bon parent, notre plan épargne logement, depuis qu'ils sont nés, les enfants, ils ont nos PEL avec les grands-parents et tout. Et j'ai dit, voilà. Ta grand-mère, elle t'a mis tant. Mon grand-père, non, j'avais acheté un premier bien en France. Oui. Le plan épargne logement, ouais. Et on l'a revendu. Avec l'argent qu'on a revendu et le profit qu'on a fait, on a pu acheter le premier bien en Suisse, à Mérin. D'accord. Le Mérin, par contre, je me suis beaucoup plus occupée. Je me suis dit, c'est bon. Oui, le premier, j'ai mis son nom dessus et j'ai tout fait derrière. C'est ce que j'ai fait pour chaque enfant. Mérin, j'ai dit, je veux m'en occuper, je veux apprendre comment faire. Je veux m'occuper du locataire et tout ça. Et en fait, j'ai beaucoup appris juste sur un petit bien. Et c'est de là que j'ai dit, en fait, c'est pas mal, on fait pas mal d'argent, c'est cool. Et c'est super. J'ai toujours dit dans l'immobilier, ce qui est incroyable, c'est qu'on apprend autant au niveau bancaire, parce que moi je faisais marketing, je faisais m'occuper de mes clients, ça s'arrêtait là. Et là je me suis dit, mais en fait l'immobilier, il y a tout. Il y a les entreprises générales avec qui tu discutes, il y a les clients avec qui viennent, les locataires. Le côté humain, il y a la partie bancaire, et du coup il y a les parties légales, et je dis, mais en fait c'est super. J'ai l'impression d'apprendre finalement quelque chose qui est utile. Et c'est de là en fait j'ai pris un peu le goût. Alors pourquoi on a appelé la société Meta, parce que Meta en bouddhiste c'est un peu le loving kindness and goodness, parce que chaque projet, il y a toujours eu un côté humain. Quand tu as acheté ton appartement à Mérin, il y avait un vieux monsieur qui habitait dedans, donc on l'achetait avec le locataire, qui était là depuis je sais pas combien d'années, qui savait ni lire ni écrire, il avait eu un bar ou quelque chose, qui n'était pas en bonne santé et tout, et elle dit, mais
je pourrais jamais lui demander de partir. J'ai dit, on va trouver une solution. Du coup, on a fait Mérin, on a fait la mairie pour savoir s'il pouvait l'aider. Et du coup, il a fait les agences, mais tout le monde le refoulait parce qu'il boitait, il était pas très bien habillé. Même en passant la porte de l'agence, on lui dit, monsieur, vous partez. Et il me dit, je peux même pas demander. Et il me dit, j'ai pas d'internet. C'était une longue histoire parce qu'on a essayé de l'aider de plein de manières. Et du coup, on a trouvé quelqu'un qui trouve des appartements pour d'autres personnes. On leur paye un mois de loyer, etc. Le vieux monsieur aussi, lui a trouvé un super appartement qui lui coûtait le même prix, assez arrangé pour tous les papiers et tout, parce qu'il avait quand même sa retraite et tout ça, son AVS. Du coup, il a déménagé dans un truc super, il est super content. Et on a récupéré l'appartement, on a pu le rénover, etc. Il y a un autre appartement où j'avais acheté avec un locataire. Elle a fini par divorcer. Je l'ai aidé à trouver un appartement aussi. Alors, je sais qu'on peut être trop gentil, mais il y a toujours un côté humain qui, pour moi, a vraiment une valeur. Non, mais je vois maintenant... C'est la partie humanitaire qu'on n'a pas pu faire. Non, mais je comprends maintenant la philosophie, l'ADN, parce que j'avais besoin d'entendre vos histoires pour comprendre en fait quelle était en fait la vision non encore formulée de Meta Properties. Et puis je comprends également l'approche, je comprends maintenant les questions que vous m'avez posées, pourquoi, comment, et puis ce côté humain qui est très important. Là, vous arrivez dans un bocal où il y a des requins. Hein. Dans le bocal. Donc, l'immobilier, je pense que oui, ça peut être humain, oui, ça peut être durable, oui, c'est un des secteurs les plus polluants du monde. Oui. Et les moins innovants, les plus polluants, un des plus parfois corrompus. Quelle est la vision en fait de Meta ? Alors, la vision de Meta, je disais, ma vision personnelle par rapport à Meta est créée, c'est de vraiment créer quelque chose de pérenne, où on met toute notre créativité, où on travaille ensemble. Il faut qu'ils aient un appartement chacun pour qu'ils aient ou un revenu ou un toit sur leur tête. Parce qu'en tant que parent, on transmet des choses, mais quand on peut transmettre, avoir passé 25 ans à faire un métier et qu'on peut lui transmettre tous les parties essentielles, la gestion financière, parce qu'à côté, je fais du consulting financier aussi, mais plus pour des gens qui ont des problèmes financiers, pour les aider à faire du financial management privé, d'enseigner ça à cette génération-là, pour moi, c'est essentiel. Sinon, eux, puis bon, des gens qui ont besoin et qui ne comprennent pas comment gérer. Donc toi, tu as vraiment une vision de transfert et puis de sécurité pour tes enfants. Oui. Okay. Antea, elle est la plus apte à le gérer et je sais qu'elle a toute sa créativité, elle pourra le mettre dans son travail. Ce qu'elle a appris, elle aurait fait un MBA en business management, elle n'aurait pas appris la moitié de ce qu'elle a appris, même cette dernière année, même ce dernier mois. Avec Tenkai, elle a fait un business management course accéléré où elle va utiliser l'AI pour essayer de créer un cash flow, un machin. Donc elle a commencé à tout recréer. Son mari, heureusement, il est en train de faire un MBA à côté, puis il est dans la banque, du coup, il l'a aidé à tout structurer. Et je me rends compte qu'elle est en train vraiment d'apprendre à gérer. Elle peut être en contrôle du restant de sa vie. Mais là, du coup, toi, c'est quoi ta vision de Meta ? Vision à, 5 ans, c'est de pouvoir avoir créé quelque chose où mon mari pourrait potentiellement nous rejoindre, parce qu'il est en banque, il aime bien sa sécurité, mais il est hyper créatif aussi. Et de pouvoir créer, en fait, la société pour qu'elle puisse grandir et qu'on ait plusieurs biens et qu'on puisse vivre, en fait, de quelque chose moi, j'adore. En fait, tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, j'ai adoré. D'après ce que j'ai compris, et je trouve que c'est génial parce que vous avez une vision en fait qui se recoupe. Je vois également une espèce d'instinct de survie qui est là-dedans. Alors que je pense qu'il n'y a pas besoin. Mais je vois cet instinct de survie, de dire « Ah ok, j'aimerais pouvoir le reste de ma vie », c'est revenu plusieurs fois, pouvoir vivre de ce que je fais. Il y a une question de liberté, mais de survie, de liberté et de survie qui va dans cette vision. Par contre, ça se recoupe complètement. Je réfléchissais au rythme dans lequel vous aimeriez faire croître la société, parce que ça dépend de la cadence. Parce que moi, peut-être que je vous parle de maximiser l'IRR, tout ça, parce que peut-être que moi, j'ai une vision à 10, 50, 100 millions. Et peut-être que vous dites non, moi, ce que j'aimerais, c'est avoir temps, gagner temps, avoir une petite équipe, pas faire trop de stress, pouvoir avoir mes week-ends, je sais pas. Ou bien, non, je veux tout défoncer, je veux faire x10 dans les 2 ans, je sais pas. Alors, moi, j'ai pas l'attrait de l'argent dans cette mesure-là, mais c'est de pouvoir... Il y a différents projets. Le concept des tiny houses, j'adore. Le bien-être qu'on peut créer dans... C'est ça la partie philanthropie qui revient, mais ne serait que quand on fait un bien, honnêtement, on le fait pour nous, pour que quand on s'assoit dans le salle, on a un sentiment de bien-être et tout. Quand on arrive chez soi et qu'on a entre 4 murs, on a un certain bien-être, là, on offre vraiment quelque chose à quelqu'un. Donc, pour moi, il y a cet élément-là. Mais hormis ça, c'est vraiment aussi que de la transmission aux enfants et tout ce qu'ils peuvent apprendre à l'intérieur. Et toi, tu disais que
Le but, c'est que ton mari, je sais pas, qui peut rejoindre la société. Ouais. Lui, c'est une volonté pour lui aussi? Il a envie, mais en fait, il a dit vous pouvez m'engager demain? Je dis non, on peut pas pour l'instant. Non, il a habité, mais il a dit en fait, il est carré dans son truc. Il a dit. Maintenant, la situation est claire pour moi. Le travail commence vraiment. Ce que je vais leur dire, ça va changer leur façon de voir leur business. Moi, je partage complètement votre philosophie. Donc déjà, pour moi, je crois au karma. Donc, si je fais du bien, ça me reviendra tôt ou tard. Et puis moi, je suis plutôt du genre, je fais confiance aux gens jusqu'à ce qu'ils trahissent ma confiance et je leur fais plus confiance. Mais d'office, je donne la confiance à tout le monde. Donc dans ma philosophie et puis ma manière de faire du business, elle est toujours bienveillante, elle est toujours pour le bien des gens. Et puis la culture d'entreprise ou les cultures d'entreprise que je mets en place dans mes boîtes, je veux qu'elles soient toujours bienveillantes. Quand je parle de monde de requins, je dis il ne faut pas être naïf. Oui, en fait, c'est la partie naïveté que je challenge. Mais je pense que le fait d'avoir des valeurs fortes, une forte intégrité, être honnête et puis avoir une vision long terme. Et la durabilité et la bienveillance, ça paye. Ça va ensemble, en fait. Parce que c'est comme le karma. Quand on fait les choses bien, ça revient. Quand on entretient des bonnes relations avec des bonnes personnes qui ont la même philosophie, ça revient tôt ou tard. Et c'est pas toujours binaire. On va faire quelque chose pour rien, mais parce que c'était la bonne chose à faire. Et puis voilà, il faut pas. Exactement. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez toujours faire les choses bien, et peut-être qu'il n'y a que 20% qui vous le rendront. Ouais, c'est clair. Mais par contre, c'est bon. Ça fait partie des règles du jeu, on l'accepte. Ouais. Et au final, le fait de penser comme ça nous fait toujours gagner. Ouais. Parce qu'au final, le retour sur investissement est vraiment là. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut pouvoir filtrer ça un petit peu plus, être réaliste et puis pas trop naïf, parce que sinon, vous n'arriverez pas à grandir la boîte et vous n'arriverez pas à grandir la bienveillance que vous émanez à plus grande échelle. Si Meta Properties faisait 100 fois sa taille avec votre philosophie, ce serait incroyable l'impact positif qu'il y aurait dans l'industrie. Maintenant que je vois votre philosophie, est-ce que déjà, ce qu'on a vu ce mois-ci, ça a changé des choses chez vous? Complètement. Alors, la façon de se structurer, parce qu'Antea voulait absolument structurer. Et, moi, j'adore la structure. Pour moi, ça fonctionne là-haut. Elle travaille de jour, moi, je travaille de nuit. Franchement, on est l'antithèse. Et du coup, on a différentes manières de voir les choses. Et je me rends compte qu'elle a tout à fait raison, qu'elle me dit, on ne peut pas grandir avec des chiffres dans ta tête. Du coup, on a eu les repères, les KPI, les choses. On nous a poussé, je dis, formater comme ça de rien, ce n'était pas évident. Mais là, tu nous as donné un peu tous les outils clés. Elle a passé des heures à tout réorganiser. Ce n'était pas évident jusqu'au moindre détail. Et du coup, ça nous a permis d'identifier quelle rentabilité on voulait sur nos fonds propres. Et maintenant, créer un spreadsheet où tout le pipeline, on est en train de les regarder, mais celui qu'on a regardé hier, avant, on l'a vu en ligne. On a fait une analyse qu'on a mis dans le tableau. Et puis après, on a pu le remettre en calculant à différents prix de vente la rentabilité de nos fonds propres. Mais justement, c'est ma faute, le prochain deal qu'on fait. En fait, on perd la moitié de notre rentabilité parce que en fait, c'était un bien qu'on avait vu avec une entreprise générale avec laquelle on travaillait avant. Ça s'est fait il y a une année et puis après, il nous a rappelé parce qu'en fait, c'était une succession, c'était hyper compliqué. On a un peu laissé tomber parce que c'est le projet Graman. Et du coup, quand c'est revenu, le agent immobilier m'a appelé. Puis comme on l'avait vu ensemble, et qu'on devait acheter un appartement chacun avec l'entreprise générale. Un appartement était déjà vendu, il en restait un. Je dis, c'est pas correct qu'on le prend sans lui en parler. Du coup, je lui en ai parlé. Antea m'a tué. Et du coup, on le fait ensemble. Là, on a eu un gros... on a un gros désaccord. Et du coup, on le fait ensemble. Mais je partais du principe... Ça me gênait pas, l'entreprise générale, ils sont bien, ils font du bon boulot. Mais c'est pas mes meilleurs amis. D'un autre côté, bon, ils voient plein de deals parce qu'ils font plein de rénovations dans les régies et tout. Après, ce qui a foiré, c'est que quand j'ai présenté à Raiffeisen, on avait le prêt, tout, c'était 89 mètres carrés à 350 000 francs. Du coup, on l'avait. Ils ont voulu faire, le prêt passait, ils ont voulu faire le due diligence de l'autre entreprise, albanaise aussi, et c'est pas passé. Du coup, on achète entièrement avec nos fonds propres. Pourquoi vous n'avez pas demandé une autre entreprise générale? Vous n'avez pas proposé un autre devis? Non, c'était pas l'entreprise, parce qu'on achète 50-50 avec l'entreprise générale. Et du coup, la banque nous fait pas le prêt parce qu'ils acceptent pas d'onboarder la contrepartie. Ok, mais eux, ils sont toujours là?
Ils sont toujours là. On a signé. Ils ont la moitié du deal. Ils ont la moitié du deal. Et vous ouais. avez mis tous les fonds propres? Non, la Et moitié. on met 50% des fonds propres chacun. Ouais. Mais du coup, on ne peut pas leverager. On ne peut pas leverager parce que la banque ne nous donne pas de prêt parce qu'ils ne l'onboardent pas. Et aujourd'hui, on n'a que la relation avec Raiffeisen. Okay. Du coup, on est en train d'essayer de créer une autre relation, déjà pour nous, pour après qu'il essaye de l'onboarder aussi. Donc ça, c'est mon erreur de A à Z. Et vous ne pouvez pas le racheter? J'ai poussé à lui demander de juste racheter sa partie. Et après, on va à une banque et après on... Ah, la banque, elle nous finance demain. Raiffeisen, ils m'ont dit, ils c'est pas un financent demain. problème. Mais racheter sa partie, oui, mais il voit le potentiel du deal, parce qu'on a 350 000 francs pour 89 mètres carrés, le deal, il est bon. Ouais. Ouais. C'est lui qui fait les travaux? Oui. À quel prix? Il nous a fait un devis qu'il a donné à la banque, mais qui était 35 000 ou je sais pas comme ça. Puis nous, on a déjà commandé la cuisine à Ikea, donc on a fait notre partie. C'est plus, c'était 35, 38, c'était pas là. Mais en tout cas, c'était une learning experience. Donc, mais et c'est là où j'ai dit il faut une troisième personne pour couper ce genre de décision parce que moi j'étais absolument contre, toi j'étais absolument pour et j'ai dit il faut qu'une personne puisse nous dire, même s'il y a 3 personnes, 4 personnes, je m'en fous, qui puissent dire oui c'est une bonne idée, non c'est pas une bonne idée parce que là on n'était que 2 personnes à se challenger sur un principe. Non, je vais vous donner le secret du partenariat avec des investisseurs. Il faut des investisseurs qui ne connaissent pas l'immobilier. C'est les meilleurs partenariats. En fait, déjà, là, il y a un conflit d'intérêts parce que s'il est investisseur et en plus entreprise générale, du coup, au niveau des prix, vous allez avoir des problèmes si vous challengez ces offres sur tout le marché. Bon, il a 2 entreprises, du coup, il achète au nom d'une entreprise. Mais par contre, là, s'ils disent, vous prenez son devis, vous allez voir tout le marché, il ne va pas être content. Non, c'est clair. Et donc, vous allez... Par éthique, vous n'allez pas, vous allez pas vraiment oser le faire ou le challenger parce que vous voulez garder une bonne relation et vous voulez que le projet se passe bien et puis qu'on puisse vendre au meilleur prix, etc. Mais les plus gros investisseurs, c'est ceux normalement qui n'ont pas envie de s'embêter avec l'immobilier, qui n'ont pas envie de s'embêter avec ce que vous faites et puis qui disent je veux un rendement sur mon argent, un rendement qui est sûr. De toute façon, je suis backé parce qu'au niveau du risque, j'ai une cédule hypothécaire ou de deuxième rang sur le bien. Je vous prête l'argent, moi je veux mes 10% ou 15% de rendement et vous me garantissez ça et c'est tout. Ou bien de l'equity, mais par contre, ils ne vous embêtent pas. Et généralement, s'ils vous donnent juste de l'equity, ça veut dire que vous prenez une partie qui est plus grande de la marge du bien. Donc là, je dirais ça c'est le plus grand levier que vous pouvez avoir et aujourd'hui, vous êtes 100% en fonds propres et même plus parce que c'est pas optimisé. Mais petit à petit, en fait, là, vous avez déjà une livraison à Champel. Là, vous allez avoir au Grand Lancy. Vous en avez encore une autre à Puplinge. Oui. Plus vous allez mettre en avant ces biens, plus vous allez mettre en avant votre marque et puis la qualité de votre gestion financière, parce que ça, c'est du marketing aussi. Ouais. C'est un gros marketing, le fait d'avoir négocié avec telle banque, d'avoir un plan financier qui est clair et propre, d'avoir un IRR calculé pour chaque bien. Là, vous arrivez et puis il y a des investisseurs privés qui viendront vous chercher pour pouvoir rentrer dans vos opportunités. Mais je pense que ça, c'est votre marketing. Ouais. C'est vraiment le plan financier, le marketing, parce que moi, quand je fais du marketing pour le développement, je dis projet 1, IRR 28%. Projet numéro 2, IRR, tac, on a fait combien de temps, combien on a gagné sur 3 ans, quel est l'IRR? Et puis je présente les projets comme ça. Et puis quand il y a 10, 20, 15, alors les investisseurs privés, ils disent dès que vous avez un projet, appelez-nous. C'est ça, ouais. C'est comme ça qu'il y a les plus gros leviers immobiliers qui ont été faits, grâce à des personnes qui ne sont pas dans l'immobilier, qui n'ont pas envie de se casser les pieds là-dessus et qui ont trop de cash, mais ils veulent un rendement en francs suisses qui soit plus élevé que le Saron plus marge. Oui. Ouais, c'est ça. Mais du coup, la manière la plus simple, c'est un prêt à l'entreprise. Du coup, c'est pas lié à un projet. Ou si c'est lié à un projet. C'est là où je ne comprends pas la mécanique, parce que ma compréhension, c'est qu'il fallait créer un véhicule ou ring fence, disons, le financement d'une propriété et toute la partie financière d'une propriété, et après faire toute la documentation pour qu'il y ait premier rang, deuxième rang, etc. Et ça, pour moi, c'est une certaine complexité sur des petits biens. Après, on va payer plus d'avocats qu'autre chose. Tandis qu'un prêt à la société où on vous donne 200 000 francs, 500 000 francs, où on est rémunéré 10%, faites-en ce que vous voulez, mais j'ai besoin des 10% à chaque année, quoi. Alors, ça se fait dans l'ordre. Et pour moi, au début, ça sert à rien de le faire sur la société parce que ça sert à rien de faire des SPV non plus par bien parce que c'est compliqué. Donc, c'est vrai que vous êtes dans un entre-les-deux. Mais je dirais, l'idée, c'est en tout cas de le faire sur les cédules au départ. Cédule deuxième rang, boum, là, vous pouvez faire entrer un investisseur privé uniquement sur la cédule d'un bien en question.
Pas besoin de créer de fonds, de SPV, etc., ni d'obligations sur la société, c'est trop compliqué. Donc l'idée, c'est de multiplier les investisseurs privés avec vous. C'est de remplacer les banques par des investisseurs privés. Ah ouais. Alors, non. Tu sais pourquoi ? Parce que le levier, il est trop puissant, le levier bancaire. Et il coûte trop peu cher. Oui. C'est plutôt de dire au client, on va prendre tes fonds propres et on va leverager tout ça. On va mettre 2,5 millions de fonds propres dans un truc et puis on va acheter un machin à 5 millions ou à 6 millions. Mais du coup, sur le même projet, il n'y a pas banque et privé. Et là, comment est-ce que la banque l'accepte? Je sais pas. Là, par exemple, ça vaut la peine de monter une SPV. Oui. Vous avez 20% de la SPV, votre client, il a 80% de la SPV. Meta charge ses frais de gestion sur la société, plus prend 20% du résultat total de l'opération. Plus les frais de courtage à la vente et tout ça. Exactement. Ouais. Et là, vous Et gagnez du sur coup, c'est tous un les plans. projet qu'on présente à la banque, et elle est derrière ou elle n'est pas derrière. Voilà. Et il faut systématiquement que la banque vous leverage. Oui, Parce que oui, c'est comme ça que vous avez le meilleur IRR sur fonds propres. D'accord. Mais ça va être super intéressant pour l'investisseur, parce que si moi, vous me dites, on a un projet hyper intéressant, ça va faire 50% d'IRR, sauf que je vais te prendre 20% dessus, donc il va te rester 40%, c'est pas grave, go. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, j'ai monté, avec SwissRock, plus de 50 SPV avec des co-investisseurs et des co-développeurs différents. Ou des fois, c'était moi le développeur, des fois, c'était un co-développeur avec qui je faisais, des fois, on est en co-investissement, peu importe, mais j'en ai monté 49 exactement. Là, maintenant, ça a dû dépasser. Maintenant, on devait être à une 60aine. Et là aussi, quand on calcule le IRR, nous, rétroactivement, c'est facile à faire parce qu'on sait à quel prix on a vendu. Sinon, c'est projeté. Et on vend toujours au-dessus du prix, en tout cas le prix que les banques estiment, mais au-dessus du prix du marché par la manière dont on fait la rénovation. Du coup, c'est un IRR projeté, il n'y a pas vraiment... Donc, on vend ça à un investisseur, mais on n'a pas la certitude du IRR. Non, mais l'investisseur rentre en equity. Donc, lui, il sait qu'il n'y a pas de certitude. Et il prend le risque avec vous, il est d'accord. Par contre, si vous arrivez à être encore plus forte, vous avez des super projets avec des IRR, j'imagine, je sais pas moi, 30% ou d'IRR. Et puis là, vous contractualisez un deal avec un investisseur qui vient en dette à 10%. Et là, du coup, vous prenez le principal de la marge. Mais par contre, si ça fait défaut, c'est différent, mais je dirais c'est plus intéressant pour vous, mais c'est plus dur à avoir parce que l'investisseur va se dire vous êtes une jeune société, je ne sais pas si vous maîtrisez bien votre projet, etc., etc. Mais si c'est le cas, si vous arrivez à avoir une dette à 10% et dans votre plan financier, ça tourne, vous avez encore plus de marge. Mais en fait, voilà, c'est pour ça que le partenariat stratégique vers le haut, pour vous, c'est méga important. Et je pense que... Et pas des gens du métier, automatiquement, on va le chercher. Surtout pas. Oui, surtout pas. C'est encore mieux. En fait, tout le réseau que tu as eu, là, tu peux le leverager à fond. Ouais, t'as un beau réseau. À ce stade, elles ont tout, les projets, le réseau, l'argent. Alors je leur ai demandé ce qu'il fallait mettre en place tout de suite. Et la réponse n'avait rien à voir avec la finance. C'est de la discussion avec les banques par rapport aux biens immobiliers. Moi, j'avais mais déjà c'est avec commencé à parler à plusieurs personnes. On a quand même pas mal de personnes autour de nous qui seraient prêts à investir dans des projets immobiliers. Mais... ton côté. Et il faut juste qu'on commence à oser, voilà. C'est limite si on en parle au dîner, quoi. Donc, c'est que chacun parle de son golf, son machin, son truc et tout. Non, mais c'est vrai. J'ai limite, je vous envoie le lien sur le site, puis vous regardez, quoi. On se pitch pas beaucoup. Non, parce qu'on a... Alors, à ma mère, je lui en parle, etc. Mais elle ne s'intéresse pas du tout au côté financier. Elle dit, c'est joli, voilà, ça s'arrête là. Mais là où il y a les fonds, on n'est pas en train de demander... Ouais, c'est l'effet de demander à la famille et des choses comme ça. Bon, généralement, c'est mieux de commencer à pitcher quand on a un projet qui est un peu plus concret. Oui. Donc, c'est clair. Donc, du moment où vous avez quelque chose qui est hors scope en termes de finances pour vous, c'est là où ça vaut la peine de pitcher avec un dossier qui est carré. Ouais, on se fait un bon dossier. Voilà. Vous n'avez pas besoin de vous embêter à avoir 15 mecs qui vous mettent 50 000 balles. Ouais, c'est ça. Vous allez vous embêter. En plus, vous êtes pas vous avez accès à un réseau qui est quand même plus investisseurs qualifiés, plus fortunés. Donc moi, j'irai sur très peu d'investisseurs. Ceux qui m'embêtent le moins, ceux avec qui je suis le plus proche, ceux qui ne sont pas dans l'immobilier, ceux qui veulent du rendement sur leur portefeuille en francs suisses parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec et puis qu'ils n'ont que du Nestlé sinon.
Et là, c'est bon. Voilà, moi, je suis content que vous me dites que en un mois, ça vous a apporté énormément. Ouais, énormément. Et très sincèrement, je ne sais même pas comment je suis tombée sur ton live. Je suis juste tombée dessus, puis après, j'ai écouté tout le live. Je dis, c'est BTP, on n'est quand même pas BTP. Et à la fin, quand tu as donné les exemples, c'est bon, j'ai dit, genre, je remplis le truc. J'ai dit, parce que l'exemple de la rénovation de la salle de bain, c'est exactement ça. Est-ce que vous avez hésité au début, vous êtes peut-être Moi, dit, j'ai hésité. Après, ouais. elle l'a regardé en replay. T'étais là. T'étais là. Oui, t'étais là. Mais non, mais t'as arrêté avant la fin. J'ai dû record mon screen et après je suis allée revoir le lendemain. Parce que tu avais dit au début, non, ce ne sera pas renvoyé le record. Non, elle, à une certaine heure le soir, il n'y a plus personne, du coup. Genre, je record, je laisse mon ordi en marche, je record, je regarderai ça demain. Ok. Et du coup, j'ai regardé toute la moi, j'ai regardé jusqu'au bout. C'est au bout. Les questions, c'est le plus important. J'étais genre, non, mais c'est là où j'étais tout le long. Je dis non, c'est pas vraiment ça nous correspond pas. Ça nous correspond pas. Je dis à la fin les exemples, je dis c'est 300%. La rénovation de la salle de bain, on en fait une, on en fait deux. Et c'est là je dis bon, je vais voilà. Mais vous avez hésité quand même? J'ai hésité jusqu'à la fin, jusqu'aux exemples, tout le long. J'ai adoré. Pour moi, c'était vraiment de la plus-value. Mais est-ce que j'allais m'inscrire pour aller plus loin? Et c'est au moment où tu as donné des exemples, je dis là, il y a une partie qui nous correspond. Tout le reste a servi. Je vois comment ça peut servir dans tout. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous comprend en fait. Et la partie personnelle que tu as rajoutée dedans, pour moi, c'était super important. Comment tu as commencé, qui tu étais, comment tu as évolué. Parce qu'en fait, d'une manière ou d'une autre, il y a toujours une personne qui va se rattacher à ce vécu. Et je te dis, en fait, c'est une personne complètement normale qui a grandi et c'est super important d'avoir cette évolution. Quelqu'un qui commence déjà en haut, en fait, on a beaucoup moins de respect pour eux, tout simplement. Oui, ok, déjà. Et après, quand tu as parlé de partenariat vers le haut, je me souviens, je t'ai envoyé un message avec partenariat vers le haut. Je dis pas vers le bas. Je m'en souviens, j'avais envoyé j'ai le WhatsApp directement en disant, tu vois ce qu'il dit? Mais du coup, après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a justement l'équipe qui vous a appelé. Ouais. Et là, vous n'avez pas hésité encore? Non. Alors là, j'ai dit, ouais, ils nous ont bien challengé. J'ai dit, il faut qu'on prépare. Je dis, écoute, moi, je veux absolument. On a dû mettre nos chiffres propres. Je dis, non. Ouais, puis j'ai dit, je veux absolument être sélectionnée. Je dis, là, maintenant, il faut qu'on mette notre chiffre propre. Puis je dis, bon, après, advienne qu'advienne, quoi. Après, on a fait un maximum une fois qu'on a fait un maximum. Et du coup, après, on était vraiment ravis. Et puis, dans les premières séances et tout ça, toujours une partie où j'avais le doute de nouveau, est-ce que ça nous correspond? Puis après, je dis, je vois tout à fait non seulement où ça correspond, mais où on peut chacun a un aperçu différent, mais aussi où on voit le 360 degrés des gens avec lesquels on travaille et leurs problématiques. Et chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'on a de la chance d'être dans l'immobilier parce qu'on a cet effet de levier. Je dis, mais comment ils doivent bosser. Quelque part, ils doivent bosser deux fois plus dur. Ça me stresse quand ils me donnent leur vécu, leurs employés. Oui. En fait, je me suis dit, j'aimerais trop t'aider, mais c'est stressant d'avoir des employés à droite et à gauche, ils savent pas quoi faire. Moi, je suis stressée. Oui, et puis bon, ne serait que... on réalise que c'est complexe aussi de leur côté. Ouais. Et la problématique, en France et toute la partie fiscale, c'est quand même beaucoup plus stressant qu'en Suisse. Donc, j'aime bien aussi qu'il y a différents types de personnes. Des personnes qui parlent très classique, des personnes qui parlent un peu... c'est BTP un peu à la va-vite. Et en fait, j'aime bien ce monde un peu mixte parce que c'est beaucoup plus... Oui, ça met tout le monde à l'aise, en fait. Tout le monde s'y retrouve. Voilà. Souvent, c'est vrai que vu qu'on voit comment se vendent ces formations sur le marché, moi, je me suis posé la question. Moi, je n'ai pas envie non plus de monter une formation et qu'on me dise que je suis en train d'être un vendeur de tapis et puis de ne pas délivrer, puis avoir des clients qui ne sont pas satisfaits, puis de griller ma réputation alors que j'ai fait 15 ans à la monter. Et du coup, c'est pour ça que je pense qu'il y a très peu d'entrepreneurs qui osent se lancer dans cette industrie, parce qu'il y a un risque réputationnel si les clients qui sont avec nous ne se transforment pas ou délivrent pas. Parce que finalement, c'est vous qui faites le travail. Là, je lance l'accompagnement, je mets beaucoup d'énergie là-dedans, mais je serais déçu si une des personnes de la cohorte n'y arrivait pas. Mais arriver ou n'y arrive pas, c'est quoi le... Pour moi, il faut qu'il y ait un impact financier fort. On peut changer le mindset, on peut changer nos process, on peut être moins stressé, mais au final, le game, c'est de gagner plus d'argent quand même. Ça reste quand même comment on évalue un entrepreneur. Donc si les personnes, elles n'ont pas remboursé 3, 4, 5, 10 fois l'accompagnement, c'est un échec pour moi. Donc c'est pour ça que je réfléchissais avec la team. J'ai dit, OK, quand je débunk les gens, sors-moi tous les transcripts
et ensuite on met ça dans leur dossier, on suit les priorités qu'ils ont besoin de suivre et on leur met quelqu'un qui les colle et qui les lâche pas pour qu'ils puissent exécuter et puis faire ce qu'il faut faire pour réussir à faire grandir, scaler la boîte. En tout cas, ils font super votre projet familial. Ouais. Ça nous donne... Très cool. Ouais, mais ça nous donne énormément de confiance que tu nous dises ça. Ouais. Bon, ça peut que marcher. Hein. Vu la philosophie et le projet, non, c'est vrai. Super duo familial, la maman et puis la fille, qui sont d'ailleurs hyper complémentaires dans les rôles, dans les générations et puis dans les zones de génie. Le fait qu'elles partagent la même vision, les mêmes valeurs, que ce soit hyper familial, je trouve que c'est vraiment hyper qualitatif. Et en fait, je pense que le projet ne peut que marcher. Elles ont une philosophie, je dirais, très bienveillante, très altruiste. Elles font attention à comment elles traitent leurs clients, leurs partenaires, leurs prestataires de services. Elles croient au destin, elles pensent que si elles font les choses bien, à un moment ou à un autre, ça va arriver. Et ça, je pense que c'est une super force. Parce qu'en fait, tu arrives à accepter quand il y a des échecs, tu arrives à te dire il y a un succès, mais pas besoin de se réjouir parce que du coup, ça fait partie du cycle. Et le fait de pouvoir justement constamment évoluer dans ce sens-là, en fait, tu déstresses, tu fais que de te remettre en question et la boîte va marcher. C'est essentiellement les fonds propres pour pouvoir grandir, le financement, les opportunités, elles sont là. C'est essentiellement la problématique de pouvoir avoir un effet de levier sur le financement. On a réalisé que l'entreprise devait augmenter d'une étape le moment où on a réalisé que nos projets marchaient bien et que notre concept marchait. Et on s'est dit, mais comment grandir aujourd'hui, comment évoluer et comment créer cette structure pour évoluer. Quand il a expliqué son histoire, comment lui, il avait commencé à grandir, ça correspondait à 100% à notre petit début d'histoire qui était beaucoup plus récent. Je me suis dit que c'était l'opportunité idéale d'être accompagnée par quelqu'un qui a réussi, qui sait comment réussir. Quand Tang y parle, en fait, j'arrive à me projeter, ce qui est déjà extrêmement important. C'est pas quelqu'un qui parle dans le va-vite et on ne sait pas de quoi il parle. C'est quelqu'un qui arrive à être hyper connecté à notre sujet et à notre problématique. Alors on attend vraiment la possibilité d'entrevoir comment on peut grandir, comment se structurer, les ingrédients pour pouvoir comprendre pas à pas les démarches à faire, la recette en fait, simplement la recette pour avoir le même plat que Tang a pu créer. Le principal blocage a toujours été financier dans la manière d'opérer. Avant de rencontrer Tang aujourd'hui, ça l'est toujours aujourd'hui, mais au moins maintenant on a des pistes et des marches à suivre pour pouvoir trouver des solutions. Il nous a montré qu'en fait on n'a pas de plafond et il nous a montré le pourquoi et du comment. On ne réalise pas à quel point on peut aller beaucoup plus loin. Et en fait, en parlant à Tang, on réalise que, en anglais, there's no glass ceiling. Donc on peut aller beaucoup plus loin qu'on pense. Il a parlé beaucoup du mindset et il a complètement raison. Qu'en fait, c'est notre mindset qui nous bloque. Et ça, c'est complètement vrai. Ce qui les retient, c'est 1 million qui dort et l'idée qu'on ne demande d'aide à personne. Toi, ton blocage est peut-être ailleurs. Il est à toi et tu n'arrives pas à le voir tout seul. C'est le principe d'un angle mort. Mon métier, c'est ça. Le pointer, le décortiquer et te donner la solution. Si tu veux qu'on regarde le tien, mon équipe organise ça. Je débarque pour te donner le plan d'exécution. Le lien est en description. On a non seulement une vision beaucoup plus claire et on a aujourd'hui la marche à suivre, des exemples et plein d'idées de manière comment y arriver. Donc on a vraiment l'impression qu'il n'y a plus qu'à mettre en pratique tout ce que Tang a partagé avec nous pour pouvoir arriver au prochain niveau.